La grosse tour carrée qui domine le château de Domfront est encore impressionnante, malgré sa ruine. C'est l'œuvre d'un puissant seigneur qui avait les moyens financiers d'une telle construction en pierre. Alors cette fameuse grosse tour aujourd'hui est conservée seulement sur deux côtés, elle a été effondrée, ce qui nous permet d'avoir à ciel ouvert la vue sur l'organisation des espaces intérieurs. Et c'est finalement à l'intérieur qu'on se rend compte qu'il n'y a pas seulement la porte principale, il y a aussi d'autres ouvertures, des fenêtres étroites, mais des fenêtres quand même. Et puis surtout, vous voyez les trous d'encastrement des anciens planchers qui prouvent qu'il devait y avoir au moins 2 étages, sinon 3, sous la toiture. Alors comment était l'aménagement intérieur? Ça, on ne peut pas le savoir. On n'a pas trouvé d'informations pour Domfront sur les textes, mais quand même, on sait que dans les années 1180, le duc de Normandie, qui est alors Henri Plantagenet, fait faire des travaux ici. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que Henri, c'est pas n'importe qui, donc c'est le petit-fils d'Henri Ier Beauclerc. Henri est à la fois comte d'Anjou par son père, Geoffroy Plantagenet, c'est le surnom de la famille Plantagenet. Il hérite de la Normandie par sa mère Mathilde, et puis il adjoint petit à petit des domaines considérables, le principal étant le duché d'Aquitaine, puisqu'il épouse Aliénor, la fameuse duchesse d'Aquitaine, en 1152. Elle venait juste de se séparer du roi de France, Louis VII. Et 2 ans plus tard, pour des raisons de succession un petit peu compliquées, Henri Plantagenet, duc de Normandie, hérite de l'Angleterre. Donc le couple d'Aliénor et Henri II a désormais donc des domaines considérables, ce qu'on a appelé l'Empire Plantagenet, pour toute la moitié ouest de la France, mais aussi l'Angleterre. Et c'est en Angleterre aussi, justement, qu'Henri fait bâtir des tours, et notamment une tour royale à Douvres, dans le Kent, dans les années 1180. Il est intéressant de se poser la question, de comparer finalement le donjon de Douvres, bien conservé, réaménagé au fil des siècles, et celui de Domfront, en se disant que peut-être, même si le donjon de Domfront est beaucoup plus petit, il pouvait avoir, comme on en a restitué à Douvres récemment, des salles d'apparat, grandes salles seigneuriales, hautes en couleur, et tout en haut aussi des appartements privés, des chambres. C'est lors d'un séjour à Domfront en 1161 que la reine Aliénor donne naissance à une petite fille que l'on prénomme comme elle, Aliénor. Elle est baptisée sur place, comme en témoigne le récit historique livré par Robert de Torigny. Mais dans quelle église? La chronique ne le précise pas. Mais on aime bien raconter que c'était dans l'église Notre-Dame-sur-Lot. Elle était en effet assez vaste et facile d'accès pour accueillir une telle cérémonie royale. Mais il serait plus logique de placer le déroulement du baptême dans l'enceinte du château, dans l'église Saint-Symphorien. L'église Notre-Dame-sur-Lot, quoique très restaurée aujourd'hui, nous permet de retrouver l'architecture d'ensemble et d'imaginer le déroulement des offices. On a retrouvé ici l'autel, la table de pierre portée sur 3 colonnes, qui d'après les spécialistes pourrait dater de la fin du XIIe siècle, donc précisément peut-être de la période de cet événement du baptême qui a eu lieu donc en 1161. On a perdu en revanche les fonts baptismaux qui devaient se trouver, comme toujours, à l'entrée de l'église, vers l'ouest. Robert de Torigny est alors abbé du Mont-Saint-Michel et il était présent en tant que parrain pour ce baptême princier. Il raconte même que la fillette est baptisée par Henri de Pise, le légat du pape, et portée sur les fonts baptismaux par l'évêque d'Avranches, Achard et par lui-même.